Les bonnes idées valent toujours la peine d'être écoutées. Sous le haut patronage du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, le corps de l'élite scientifique de l'UDPS a uni ses forces et lance du 6 au 7 juillet 2022 à Kin Plaza, Bayrou-Dana. Sa première conférence sur les défis du développement de la République démocratique du Congo. Plusieurs éminents auteurs seront au rendez-vous autour du thème principal. Science au service du peuple, prenez rendez-vous. Car c'est ici que les intelligences se réunissent pour une initiative unique en vue de développer la RDC. Pour toute information, contactez le numéro le plus 243 89 95 49 969 ou le plus 243 81 78 38 089. Et après, nous passons aux recommandations sur le plan tactique, technique, éducationnel, scientifique et financier. Et puis, nous allons passer finalement dans les leçons apprises sur les évidences du terrain. Le contexte, nous commençons par les défis, c'est que d'abord, nous sommes une population, on est un pays en conflit, comme vous le savez vous-même, nous le vivons encore. Une croissance économique basée seulement sur la production minière, le cuivre, cobalt, zinc, tout ça. Classé 159e sur 160 pays, mesuré sur l'indice de performance logistique. Classé 176 sur 186 pour l'indice de développement humain, classé 84e sur 189 pays dans le classement en termes de viabilité du business et retard de croissance dû à la malnutrition chez 45% des enfants en dessous de 5 ans. Alors, la population, quand bien même elle est de 85 millions, l'espace est là-bas, l'agriculture est pratiquée sur 10% seulement de la superficie, dont 7 pour l'élevage. Il y a une augmentation géométrique de la population, et une autre arithmétique pour la population, et pour la production. Alors, la faible croissance annuelle de la production, elle est estimée à 2%, faible croissance annuelle de la viande, production de viande, 1%, et il y a un déficit de 130 000 tonnes. Une faible production halieutique. Nous ne produisons que 200 000 tonnes, en lieu et place de 700 qui sont escomptés, donc il y a un déficit de 500 000 tonnes. La production locale est insuffisante. L'obligation d'importer des denrées alimentaires de plus première nécessité pour résolver le déficit. Donc, effectivement, c'est pas ces 2,3 milliards, excusez-moi, il y a un virgule qui manque là-bas, rien que pour les domaines alimentaires. L'insécurité dans la partie est du pays, il y a un besoin de sédentariser les populations. Il y a quand même une transhumance, le nomadisme, surtout dans l'Est, avec les Mbororo, comme vous le savez, c'est des populations qui viennent de peur. La déforestation et la désertification, l'analphabétisme, la difficulté de faire le message, tu ne peux pas former. Il y a un besoin, alors qu'il y a un besoin de sensibiliser, de former. Et puis, il y a une absence totale de système d'inventaire et de statistiques. Hier, nous avons entendu parler des numériques. Je crois que c'est l'une des façons pour les dire. Et puis, il y a la difficulté d'accès à l'Internet. Alors, il y a l'espérance de vie qui est redescendue à 45 ans d'âge. Il y a une faiblesse des institutions publiques, secteur financier limité et onéreux. Manque d'infrastructures et services d'industrie, prédominant du circuit non structurel, milliards de conflits fonciers, terrorisme fiscal chez les opérateurs économiques, chez les investisseurs, et concurrence de empêchant la production locale et cette importation de produits sont des produits subventionnés. Et puis il y a l'appauvrissement des sols. Alors, on a essayé de faire un inventaire par rapport à des choses qui sont déroulées en fil de temps par rapport au gouvernement. Parce que le pays n'a pas eu beaucoup de chance. Vous savez qu'on est passé d'abord par l'État indépendant du Congo, avec M. Léopold II, où alors la population était presque chosifiée. Mais il y a eu quand même, à l'arrivée des missionnaires, en 1906, une convention qui a été signée avec le Saint-Père et l'État, pour que les missionnaires qui étaient venus puissent élever et en même temps puissent former les étudiants en sciences techniques liées à la terre. Il y a
Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est par rapport à l'atteinte des objectifs. Tout ce que nous allons faire tout à l'heure, c'est, comme on l'a dit hier, c'est toute gestion est basée, et l'administration est basée sur l'atteinte des objectifs. Une façon de les mitiger et une façon aussi de les améliorer. Mais pour le moment, les résultats qui ont été faits par rapport aux anciens gouvernements qui ont précédé, on commencera par déjà l'État indépendant du Congo, on viendra déjà à l'époque coloniale. Là, il y a un avantage parce qu'il y a eu une forte activité du côté de l'INERA qui a été créée. Ils ont créé des écoles agricoles et vétérinaires. Ils ont inventé certaines plantes. Par exemple, le café Robusta Arabica a été inventé chez nous. Alors que aussi le palmier nain a été fait là-bas. Donc ça, c'est déjà l'avantage avec l'INERA, donc l'époque coloniale. Et il y a eu quand même beaucoup de documents publiés par les chercheurs colons. Et en plus, nous sommes passés déjà dans la partie post-coloniale, avec déjà tout ce que vous savez, les tristes événements qui ont suivi de notre indépendance, et surtout en 1961, vous savez tout ce qui s'est passé. Et après, nous avons eu quand même déjà des petits projets qui ont été donnés, mais le reste, c'était plus une myriade de plans quinquennaux, de plans cadres. Ces plans qui étaient articulés sur la stratégie nationale. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le PNSD, mais à l'époque, il y a eu des plans comme ça. À part ces plans cadres et les plans quinquennaux, il y a eu beaucoup de projets sectoriels dans le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, dans le ministère de l'Environnement, etc., etc. Et tous ces projets, leur évaluation montre que nous n'avons fait que tourner en rond, comme à la cité, les jeunes gens disent tous à rond-point, jusqu'à aujourd'hui. Et alors, le grand problème maintenant, c'est que le défi, c'est que nous devons gérer. C'est le grand problème pour éviter de tomber, de rester stationnés, comme on l'a vécu. Nous sommes obligés de gérer, d'évaluer, de communiquer autrement. Donc, on doit changer de fusil d'épaule sur le plan de méthodologie et de stratégie. Et c'est ce qui est presque caché dans l'allocution du président sur l'état de la nation quand il parle de revanche du sol sur les sous-sols. Parce que notre croissance n'a été basée que sur les produits miniers. Alors que l'agriculture, malgré 80 millions d'hectares arables, on n'a pas beaucoup travaillé. Et là-dedans, on a parlé de 40 millions d'hectares propices, donc où l'on peut élever 40 millions de bêtes, pardon. Donc ça, ce n'est pas encore atteint. Et alors maintenant, nous allons essayer de fournir des recommandations. Nous allons encore les lire rapidement. C'est un peu exhaustif parce que nous devons recommencer. Moi, j'estime que le rôle des scientifiques, c'est aussi de proposer et de commencer d'être créatif et imaginatif. C'est ça notre rôle. C'est pour cela que nous faisons des thèses, que nous faisons des recherches. Nous venons pour proposer les thèses, les résultats des thèses. Nous ne devons pas les garder dans les tiroirs. Nous devons les mettre sur la place publique. Alors, là, ça a été fait pour le besoin des utilisateurs, ceux qui peuvent exploiter nos données. Il faut cibler le milieu rural, parce que plus de 60% des Congolais y vivent. Il faut organiser le territoire national en regroupant les territoires en pôles de production. Il faut regrouper et créer les associations coopératives. Il faut impliquer les peuples autochtones dans la filière, dans la production, parce qu'ils exercent une pression à leur manière sur la biodiversité. Et puis, il faut former les bénéficiaires, dont notamment, il faut les alphabétiser pour qu'ils puissent faire les calculs. Un paysan qui ne sait pas écrire, on lui impose un prix. Alors, il faut le former sur les techniques culturelles. Vous verrez aujourd'hui, les gens plantent à même le sol, alors qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelait les plates-bandes. Alors, il faut leur montrer comment conserver et stocker les produits de champs et comment les récolter sans perte. Il faut les informer par rapport aux maladies, par rapport aux maladies de plantes, maladies de bétail. Il faut surtout les enclaver. Hier, on a parlé de multinodales, effectivement, mais nous, ici, dans le langage agroéconomique, nous parlons de désenclaver les bassins de production. Il faut entretenir les voies publiques, les voies des dessertes agricoles. Il faut aménager des pistes rurales, les voies des dessertes agricoles. Les pistes ici, c'est ce qui lie la maison, donc le ménage, au bassin de production, le sentier.
il faut aménager les voies de desserte, ça lui permet de quitter sa zone pour arriver à la voie publique, et il faut rendre surtout les rivières et les fleuves, il faut les rendre navigables. Il est plus facile d'entretenir une rivière pour la navigation qu'entretenir une route, parce que dès que la pluie vient, la route est partie. Alors, il faut distribuer le matériel aratoire, les semences améliorées et les engrais, surtout dans les zones victimisées par les guerres. Il faut mettre les cultures vivrières attrayantes, par exemple, ceux qui sont consommés dans le coin. Il faut distribuer les géniteurs pour les élevages, donc pour les petits ruminants, la volaille et les porcs, parce que ce sont des animaux à cycle court. Alors, il faut distribuer les médicaments, les vétérinaires, les vaccins, les phytosanitaires. Il faut distribuer les alevins pour les éleveurs, pour les pêcheurs. Il faut revitaliser les métiers de moniteurs et animateurs ruraux, parce que ces gens sont ceux qui sont proches des ménages agricoles en rural. En fait, tout le grand travail que nous devons faire, c'est plus dans les milieux ruraux, chez le paysan. J'ai vu hier, beaucoup d'exposés ont été passés plus pour l'industrialisation, mais on oublie que le développement commence par le rural. Et même dans nos facultés, si vous allez à la faculté de sciences agronomiques, on ne forme plus de ruralistes. Les ingénieurs en génie rural sont moins nombreux. On a plus besoin de ces gens parce que c'est eux qui doivent travailler et améliorer les choses en milieu rural. Alors, il faut aider les bénéficiaires à transformer et commercialiser. Je négocie. Il faut aider les paysans à avoir un accès au microcrédit, les petites et moyennes entreprises, l'environnement et surtout ici les investissements. Il y a été prévu de créer 22 parcs agro-industriels. Il y a eu un faux parc, un vrai faux parc, mais maintenant nous pensons qu'il y a encore moyen de faire des vrais. Voilà, donc tout le reste, c'est tout ce que vous savez, l'énergie, moi je propose l'éolienne, le solaire et la géothermie, et puis les exportations, tout le reste, ce sont des choses que nous allons remettre aux nos amis pour qu'ils puissent faire le rapport à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la navigabilité, vous voyez ce que nous sommes. Il y a autant de rivières. Si ces rivières reçoivent des mini centrales de production de courant, s'ils sont aménagés pour les navigations, je crois qu'on peut encore désenclaver de manière durable les zones rurales. Alors, nous avons parlé d'importation, mais ici, rien que pour les denrées, ces denrées qu'on produit ici chez nous, mais qui sont victimes d'une concurrence déloyale, on importe, donc on achète tout ça à 5 milliards. 1,5 milliard de dollars pour importer ces choses-ci par an. Et alors, pour les financements, il y a ces donateurs là-bas, il y a des fonds directs sur fonds propres déjà de l'État. Il y a le JIBADER, c'est le groupe de bailleurs intervenant dans le secteur de l'agriculture, pêche et donc élevage. Il y a la Banque mondiale, il y a le FIDA, il y a la BAD, il y a le PNUD, il y a la FAO, il y a l'Union européenne, il y a des coopérations bilatérales, et il y a le partenariat public-privé, il y a des dons, etc. Et nous devons travailler aussi avec les privés qui peuvent nous aider à financer aussi dans le PPA. Maintenant, il faut faire aussi les cultures pérennes d'exportation, en plus par rapport à la macroéconomie. Et voilà, nous avons parlé de organiser le pays en 5 pôles de production. Vous verrez, le système maintenant, c'est 445 territoires. Vous ne pouvez pas aller territoire par territoire, ça fait beaucoup de travail. Il faut harmoniser. Nous avons travaillé sur les 5 pôles que vous voyez. Le Bandundu, l'ex-Bandundu et le Salba Congo, etc. Par exemple, tout ça, vous verrez. Il y a 5 pôles. Voilà, la cartographie. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, l'ancien Bandundu. Ce n'est pas une façon de recouper encore administrativement. Vous avez le Bandundu, vous avez le Kinshasa, vous avez le Congo. Mais attention, regardez, vous avez les zones environnantes qui sont là-dedans aussi. Ça permet aux gens de s'entendre. Comme ils travaillent ensemble, ils vont s'aimer. Et pour le projet Centre-Pays, voilà ce qui a été proposé aussi. Vous avez l'Omami, par là, vous avez le Kasaï oriental, vous avez le Sankourou, et vous avez le Kasaï central, et tout ceci avec tous les voisinages. Ici, quand vous voyez, vous êtes déjà dans le Haut-Omami, ici vous êtes dans le là-bas, ici vous avez. Donc ça, c'est regroupé. Tous ces gens doivent être regroupés par des mêmes stratégies de développement. Alors, les challenges, les sont tirés. C'est, par exemple, nous avons des ennemis des plantes. Vous avez pratiquement toute série de maladies des plantes qui sont très appauvissantes aussi.
il y a manque d'engrais, il y a manque de pesticides, perte post-récolte, semences, manque de tracteurs, il faut motoriser. Et alors, nous allons prendre un échantillon qui est la chenille légionnaire, la voilà. Elle est dans 145 territoires. Elle bouffe le maïs, non seulement les feuilles, mais la racine et le pis lui-même. Et alors, ils sont, comme vous le voyez, et avec ça, on est obligé d'importer de la farine à Zambie, de maïs. Alors, il y a aussi le côté maladie transfrontalière, donc qui décime et appauvrissent la population pour les animaux. La peste porcine africaine. Il n'y a plus. Faites un peu le tour de Kinshasa, vous verrez que les porcheries, les fermes porcines sont vides par cette fameuse maladie. Il y a des avortements. Mais il y a quand même des espèces qui résistent, et ceci a fait que nous puissions gagner un projet avec la Belgique, parce que nous avons pu mettre au point un vaccin qui a quand même limité les dégâts. Et ça, c'est déjà dans les génomes même déjà du virus, la partie qui se trouve dans beaucoup de souches de terrain. On l'a imité, on a fait ces tests sur un groupe de porcs indigènes qui n'avaient pas la maladie. On les a inoculés avec ce virus qui vient du Portugal. Il a été récolté sur une tique et après nous sommes avancés. Et voilà les porcs qu'on a pu récupérer sur ceux qui ont été testés. On a vacciné avec ce produit-là. On les a challengés avec un virus très très puissant, comme celui qui avait détruit tous les porcs en Célé, qui est resté vide jusqu'aujourd'hui. Et aussi un autre virus qui a tué aussi massivement les porcs au Portugal. Et nous avons ces 4-là qui au départ n'avaient pas le virus. Après la vaccination, les 4-là ont survécu. Pourquoi nous sommes en contact avec l'Université de Liège pour faire un projet révolutionnaire. Le projet qui va utiliser le génome, cette fois-là, c'est de la génétique moléculaire chez le virus. Et on va faire la délétion de toutes les zones génomiques là-bas. Cela parce que ce sont ces jeunes-là qui sont en train de collaborer avec les antigènes, la protéine qui provoque la maladie. Et là, c'est justement ça, pratiquement. Les vides sont les parties, donc ces deux zones-là, les trois qui vont être retirées. Dans le génome, déjà, on retire les ADN avec le Covid, et avec ça, tout ce que vous voyez, et avec ça, le virus est désarmé. Plus est désarmé, alors nous allons produire maintenant, aller faire les inoculations, donc transmission embryonnaire, et avec ça, le porc qui vient, c'est un porc qui résiste à la maladie. Donc ça, je crois qu'on doit soumettre ça. Voilà, et puis vous avez déjà la maladie, le syndrome ulcératif des poissons. Nous avons eu beaucoup de cas dans le nord et sud du Bangui et dans la Chopo. Heureusement que ce n'est pas une maladie transmissible à l'homme. Voilà, beaucoup de sortes de poissons. C'est une maladie liée aux aléas climatiques. Comme vous verrez dans ces zones-là, cette époque-là, quand nous sommes allés à Businga et à Guémena, toutes ces zones-là étaient déjà en début de saison sèche. Et vous voyez là, vous avez beaucoup de pixels en bleu. Ce sont des parties où il y a eu beaucoup de précipitations et des inondations. Donc, le niveau d'eau avait sérieusement augmenté. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que c'est une maladie qui vient de l'Asie-Pacifique, par le mouvement des bateaux de haute mer, et qui est arrivé jusqu'en Afrique. Il a été déclaré d'abord en Zambie. Aujourd'hui, il est déclaré en Afrique du Sud, ici chez nous. Et alors, c'est ça la mer, vous verrez les étangs, c'est pour cela que nous avons dit qu'ils sont formés. Ces étangs sont couverts de phytoplancton. Le phytoplancton est bon, bien sûr, pour servir de nourriture des repas aux poissons, mais lorsqu'il est en grande quantité, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte phosphorylation. Et ce qui fait que ça, étant un engrais, il va encore pousser davantage. Et puis vous regardez ces poissons, et donc cet étang, il n'a ni de dérive, ni de moine. Alors ça, c'est déjà quelque chose que nous sommes en train de faire pour expliquer Voilà, ça c'est la peste, donc là c'est la fièvre afteuse. Elle décime aussi massivement le bétail. C'est la dermatose nodulaire. Ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Et pour parler maintenant des femmes, le gouvernement a l'habitude de travailler aussi avec les paysans, là où elle est sur le terrain déjà dans les touris. On a parlé de ces femmes, du genre et de l'enfant, voilà.
On a parlé du genre et de l'enfant, voilà. Qui sont propriétaires de ces animaux, vous les voyez vous-même. Nous sommes maintenant au Chourou, de l'autre côté, et nous étions à Boende. Voilà, il faut investir dans le gros bétail et faire l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ces troupeaux-là appartiennent aux jeunes et qui grandissent dans l'élevage. Et quand ils quittent avec un couple de bêtes. Ça, c'est déjà dans le Congo. Il faut former les formateurs, les gens qui doivent aller dans les villages. Oui, formateurs. Attention avec la forêt. La forêt, comme je l'ai entendu hier, n'est pas détruite que par l'agriculture. La forêt est aussi détruite par l'exploitation minière, par l'urbanisation aussi. Quand vous voyez une ville comme Bunia, elle est en train de grandir, elle va vers la forêt. Voilà, la forêt toujours. Et vous avez déjà, ça c'est en Bujumaï, et on a compté 230 vélos comme ça qui entrent chaque jour. Imaginez-vous ce qui reste comme bois là où ça vient. Voilà, les pygmées, nous en avons parlé, je viens de trouver qu'on en parle déjà. Oui, mais regarde, il faut encore du troc. Sur cette image, vous pouvez compter le nombre de bêtes que vous voyez. Il y a le crocodile, il y a la tortue, il y a le singe, il y a etc. Voilà, il y a déjà un dragon là-bas. Et c'est parce qu'ils sachent. C'est pas la chasse, vous voyez, ils exercent cette pression à leur manière. Voilà, ceux qui sont avec les complices derrière. Voilà. Merci beaucoup, professeur Dr Léopold Moulouba. Je dois vous avouer que moi-même, vu la richesse des exposés, je suis tenté de laisser s'allonger les présentations, mais nous avons une contrainte de temps. Nous devons respecter le temps qui nous a été accordé pour réussir notre programme. Nous avons pu avoir nos 5 intervenants prévus dans ce premier panel d'aujourd'hui. Je vais respectueusement rappeler les 5 intervenants, à l'exception de M. Alkitenge qui est à Lubumbashi. Je demande donc aux intervenants de gagner l'estrade pour le débat. Mais puisqu'il y a eu beaucoup de débordements, nous serons obligés de réduire les questions, le nombre de questions par intervenant. Je vous prie de ne poser qu'une seule question par intervenant pour nous permettre un peu de réduire le retard que nous avons pris avec les exposés de tout à l'heure. Professeur, s'il vous plaît, pourriez-vous rejoindre l'estrade pour recevoir les questions de l'Assemblée. Sous les applaudissements de l'assistance, s'il vous plaît, applaudissez pour eux avant la série de questions. Y a-t-il des questions pour les intervenants de ce matin? Veuillez vous manifester. Oui, monsieur derrière. Oui. Est-ce qu'on peut apporter les micros? Oui, présentez-vous et posez votre question. Merci pour la parole. C'est le professeur Kasongo Munganga, professeur d'économie à l'Institut supérieur de commerce. Ma question s'adresse au professeur Moulumba, qui a parlé de la revanche du sol sur les sous-sols. Et dans la stratégie du développement agricole, il a proposé 5 pôles de développement. Dans les vieux temps, il y avait 3 pôles de développement, Kisangani, Kinshasa et Lubumbashi. Et maintenant, il y a pratiquement 3 pôles de développement. 3 provinces qui nourrissent le Congo, sur le plan financier, même contribution au budget de l'État. En fait, c'est Kinshasa, Congo central et le Katanga, au Katanga et là-bas. Mais normalement, on décrit ça. On cherche à ce que chaque province puisse contribuer aux ressources publiques, puisse nourrir sa population, au lieu de revenir à 5 pôles de développement agricole, parce que l'agriculture, c'est partout qu'on peut développer. Il faudrait peut-être que chaque province puisse avoir un pôle de développement, que ça puisse être même le chef-lieu. Et pourquoi pas même, si on doit pousser plus loin, avec le développement de 145 territoires, que chaque territoire puisse être même son pôle de développement. Et ainsi, nous pourrions avoir un équilibre régional, donc provincial, territorial. Sinon, pour le moment, si nous avons encore ce système d'avoir des 5, nous allons avoir
5 territoires et 5 provinces qui nourrissent le reste. Et quand on en revient au niveau de la répartition, au niveau du budget de l'État, avec la rétrocession, il n'y a que les autres n'auront pratiquement rien. C'est pourquoi je voudrais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous pousse à privilégier, à revenir encore à ces 5 pôles de développement agricole au lieu de multiplier, qu'on puisse en avoir 26 ou 145? Merci. Merci beaucoup, professeur. Permettez que nous puissions prendre d'abord les réponses aux questions posées. Les réponses par rapport aux questions posées à nos intervenants de tout à l'heure. Nous allons commencer par la gauche. Si on peut commencer par le professeur Mulumba qui a reçu beaucoup de questions. Professeur Mulumba, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Président. Je commence par la dernière question que le professeur a posée. Effectivement, vous avez raison parce qu'on n'a pas eu le temps de développer toute la procédure. Le virus de la peste porcine africaine, comme vous l'avez vu, c'est une fièvre hémorragique, mais qui ne se transmet pas à l'homme. Vous avez vu le syndrome hémorragique au niveau de là. C'est un virus qui n'a pas de vaccin, du fait qu'elle contient dans son génome des zones de lecture, donc des protéines, qui font évaser au virus, qui fait en sorte que le virus ne provoque pas la réponse immunitaire chez l'infecté. Et ces zones-là, beaucoup d'études qui ont été menées jusque-là ont été identifiées. Alors, la stratégie au niveau des procédures fait qu'on puisse d'abord enlever ces parties dans le génome, ces gènes-là, on les retire du génome du virus, donc on désarme le virus. Et à part ça, il y a aussi une façon de désarmer le virus en supprimant déjà la délétion. Alors ça fait que c'est le travail qui va se faire maintenant grâce au séquençage au niveau de la biologie moléculaire chez le virus. Et une fois qu'on a produit un virus comme ça désarmé, puisqu'il n'immunise pas, puisqu'il n'a pas de médicaments, on le prend, maintenant on passe à la génétique moléculaire. Donc, il y a des embryons, on fait des cultures des embryons, des ovules, et on les met dans l'ovule, et puis on transplante cet embryon-là chez une femelle en gestation. Et alors, quand il va se développer, le porcelet qui va sortir aura déjà des anticorps de par sa maman. Et ces anticorps vont faire que quand le porcelet va grandir, il va arriver au sévrage. Là encore, sur l'immunité maternelle, ça va monter jusqu'à 6 mois. Normalement, à 8e mois, s'il est challengé, s'il rencontre un virus, s'il est exposé, il va développer la maladie. Mais celui-là ne développera pas la maladie parce qu'il est déjà immunisé par la nature. C'est ça la stratégie. Le projet, le recteur m'a demandé de le mettre dans l'exposé, ce qui fait qu'on a changé hier. On va le faire si on a de la chance, parce qu'on travaille avec les Belges. Donc les Belges ont un centre d'insémination artificielle de transplantation embryonnaire à Sinaï. Vous connaissez bien la Belgique. Voilà. Alors, pour revenir à la deuxième question, en termes de... Oui, la fiente, les déchets du porc, et parfois même les déchets de la poule. D'abord, c'est un engrais biologique. Donc, il est utilisé ici, très aimé par les mamans qui font le maraîchage. Et en plus, vous l'avez vu, il est utilisé, le filtrage de ces déchets donne un nutriment au poisson. C'est pour cela que vous avez vu au coin, il y a un coin, donc au bout là, dans un triangle, où l'on met ces déchets-là un tas, pas beaucoup, mais quand il pleut, il y a un ruissellement de ce niveau-là jusque dans le bassin. Et le poisson a automatiquement sa bouffe. Mais il est aussi utilisé comme source d'énergie par la biogaz. Là-dedans, j'ai parlé de la géothermie. Aujourd'hui, il y a moyen de préparer, il y a des gens qui font ça, qui prennent tous ces déchets, ces matières fécales, qui les entassent. Là-dedans, il y a une température que vous n'avez jamais vue. On peut cuire avec ça. Donc ça, c'est la géothermie, donc c'est biogaz. Et ça s'est fait en Sélé déjà, il y a beaucoup d'endroits où on a déjà testé ça. Alors, pour revenir à la question des pôles de croissance, les pôles de production, parce que nous avons les pôles de croissance et les pôles de production. Là, nous parlons des pôles de production. Dans les pôles de croissance, nous sommes déjà dans les zones économiques spéciales. Et nous avons dans les parcs, nous avons les parcs agro-industriels.
Alors, pour les pôles de production, mon cher collègue, le grand problème, c'est quoi? Par rapport à tout ce que nous avons raconté là-bas, il y a eu des milliards de projets qui ont été montés dans ce pays. Soit, comme on l'a dit hier, ils sont sous-financés, soit ils sont mal montés. Et ce que je voulais faire comme contribution hier, c'est que lorsque un projet, pour qu'il puisse vraiment arriver à l'atteinte des objectifs, donc par la gestion basée sur les résultats, il faut qu'il soit monitoré. Il faut qu'il y ait un plan de monitorage, donc un plan de suivi et évaluation au montage même déjà. Et le contrôle, l'audit interne, le suivi et évaluation commence par là et puis on évolue. On a constaté qu'à l'époque, on ne faisait pas ces choses-là. Après, nous sommes arrivés à l'époque où on nous a dit non, suivi, évaluation, faites comme on l'a dit hier, mais malgré tout ça, il y a toujours des échecs. D'abord, le sous-financement. On trouve qu'avec ça c'est des choses étudiées et prouvées, qu'en prenant 145 territoires, il y a des territoires qui n'ont pas de ressources humaines. Il y a des territoires qui ne savent même pas comment gérer un projet, qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas ceci. Il faut d'abord les préparer, il faut d'abord les former. Ça, collègues, qu'on vous donne 100 litres d'eau avec 1 kilo de maïs, de farine de maïs. On vous dit de préparer le fofo. C'est de la pâte que vous allez préparer, ce n'est pas un fofo. Donc ça fait que c'est un saupoudrage, et ce saupoudrage a tué beaucoup de projets. Et c'est ainsi que, sur base de ces exemples-là tirés, on a réuni, on s'est dit, il faut les regrouper. En les regroupant d'abord, ce n'est pas fait au hasard, on les regroupe par rapport aux stratégies. Sur base des stratégies, par exemple, vous verrez, lorsque nous voulons planter le riz, vous verrez, on met dans le centre du pays, on met le sankourou. Vous avez vu, on les a mis ensemble avec le maniement. Parce que là, la consommation de riz est très accentuée. Vous voyez, on met le Kasaï central, oriental et le Holomami. On peut y faire un projet de maïs parce que tous ces gens-là, le repas de base, c'est le maïs. À part ça, il y a l'accessibilité. Donc, cela mis, ça fait qu'il y a déjà beaucoup de facteurs de risque et le projet, si il est forcé, il va être en difficulté. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc, pour le moment, c'est ça. Et l'autre avantage qu'il y a, c'est que les peuples, les populations qui sont dans ce projet vont se fréquenter, ils vont travailler ensemble. Ça accentue encore la convivialité et ça accentue maintenant, ça force, ça soude les relations. Et c'est ça qui a été fait et je crois qu'on a fait déjà un projet comme ça, celui que j'ai présenté sur la province de Kinshasa, l'ancien Bandundu, l'ancien Congo central, et ça n'a pas eu beaucoup de problèmes. L'évaluation des objectifs atteints est au maximum dans les 70%. Et alors maintenant avec le projet Centre Pays qu'on a fait là-bas, et on a pris et puis vous verrez, les bassins qu'on prend là sont des bassins transfrontaliers. Vous avez un bassin de production qui est partagé par exemple entre deux provinces. Et ces gens-là vont se retrouver ensemble. Je prends le cas de là où j'ai grandi. Et vous avez le bassin qui est déjà vers Mukamba, etc. Quand les familles vont dans les champs, les gens de Ndemba et les gens de Kabekamanga se retrouvent sur les champs en train de cultiver ensemble. Donc ça prouvait qu'on peut encore, à titre de prévention des conflits, on peut y aller comme ça. Merci beaucoup, professeur, pour les réponses. Je vous demande d'applaudir les intervenants.